Mesdames et messieurs, chères auditrices et chers auditeurs du Collège de France, bienvenue à ce 5e épisode du cours Histoire mondiale du Louvre, 5e épisode en ligne dû à la pandémie que nous consacrerons aujourd'hui au sujet suivant, le Louvre et la Bible. Je rappelle très rapidement ce que nous avons fait jusqu'à présent. Dans l'introduction, j'ai insisté sur le fait que le projet de ce cours, c'était d'écrire ou de tenter ou d'esquisser une histoire relationnelle du Louvre, de créer des liens entre le Louvre et le reste du monde, des liens, pas de les créer, mais de les rendre visibles, des liens qui parfois ne sont pas très visibles, d'une part. D'autre part, ensuite, nous nous sommes interrogés sur la part étrangère de l'architecture du Louvre, des lieux donc, en nous arrêtant sur 3 étrangers, entre guillemets, qui ont participé à sa création. Ensuite, nous nous sommes intéressés et penchés sur la question des visiteurs, et notamment des visiteurs extra-européens, des visiteurs venus de loin et de leur visibilité ou invisibilité dans les salles des musées, des questions d'épistémologie aussi, de la manière dont ils regardent les œuvres. Et puis dans la séance suivante, nous sommes enfin entrés en contact avec les œuvres elles-mêmes, entrés en contact par le biais des peintures européennes, en commençant par la question étrange, d'une expression étrange utilisée par le Louvre et par ceux qui travaillent dessus depuis les années 1900, celui de peinture étrangère, par opposition à la peinture française. La peinture étrangère étant quelque chose d'autre, semble-t-il. Nous nous sommes interrogés sur ce concept et sur les questions de perspective et de point de vue qui y étaient liées, d'une part, et d'autre part, nous nous sommes penchés sur 2 tableaux qui racontent des histoires de colonisation au XVIIe siècle, du Brésil notamment, et puis aussi la colonisation de l'Afrique du Nord et de l'Algérie. Aujourd'hui, nous restons avec les objets, nous changeons de département, nous allons nous intéresser aujourd'hui au département des antiquités orientales. Le titre, je le disais déjà, c'est Le Louvre et la Bible, et vous allez voir qu'on va s'appuyer beaucoup et peut-être prendre quelques distances sur un ouvrage de 1957 intitulé Le musée du Louvre et la Bible par André Parrot. André Parrot ayant été longtemps le conservateur de ce département et puis ensuite conservateur en chef des musées nationaux, professeur à l'école du Louvre, et c'est un grand archéologue qui a mené de nombreuses fouilles au Moyen-Orient, notamment à Marie. Alors, ce livre est intéressant parce qu'il, d'abord, est paru et publié dans les cahiers d'archéologie biblique, et on reviendra dans un instant sur ce terme d'archéologie biblique. On va essayer de voir et de comprendre ce que c'est. Il est intéressant aussi parce qu'il nous redonne, comme Georges Sale la semaine dernière, un point de vue très particulier du Louvre sur cette région du monde que André Parrot décrit. Je lis le début de l'avant-propos avec vous. Le musée du Louvre est à juste titre un des plus célèbres du monde. Non seulement par ce palais des rois de France qui l'abrite dans des murs chargés d'histoire, mais aussi par l'importance et la splendeur de ses collections. À l'intérieur de cet ensemble, le département des Antiquités orientales constitue une section qui ne ressemble à aucune autre, tant par l'ampleur de la zone géographique qu'elle recouvre, de la mer Noire au nord à la péninsule arabique au sud, de l'île de Chypre à l'ouest aux plateaux iraniens à l'est, que par la durée chronologique qu'elle représente, des confins de la préhistoire au-delà de l'ère chrétienne. Il est impossible de s'étendre plus dans l'espace et dans le temps, des milliers de kilomètres et des milliers d'années. Alors ici, dès le début de l'ouvrage, l'auteur d'abord rappelle la notoriété et la qualité du musée du Louvre, et par ailleurs, il fait un point chronologique et spatial sur ce département des Antiquités orientales. Je poursuis la lecture, c'est la phrase suivante, le paragraphe suivant qui m'intéresse particulièrement. Or, voici que dans ce domaine immense, la zone proche orientale se fait tout spécialement attirante. Ne représente-t-elle pas pour tous les hommes le berceau de la civilisation, et pour les croyants la terre où la révélation s'est manifestée à plusieurs reprises et de diverses manières. L'idée que ce proche et Moyen-Orient peut être considéré comme un lieu de naissance pour tous les hommes et pour tous les croyants évidemment croyant à une religion de la Bible, tout cela me paraît intéressant parce que on retrouve ici la situation de quelqu'un qui, dans l'institution du Louvre, revendique en quelque sorte cette région du monde comme propre à soi-même. Alors, quand on feuillette l'ouvrage, comme je le fais à l'instant,
on y trouve des reproductions et des analyses sur des œuvres bien connues du Louvre, monumentales, notamment Planche 1, position stratégique dans ce livre, le Code de Hammurabi, sur lequel on reviendra dans la troisième partie de ce cours, mais encore quelques pages plus loin sur les taureaux ailés du palais de Sargon à Khorsabad, qui relèvent de la civilisation assyrienne, et bien d'autres encore. À la fin de l'ouvrage est reproduite un plan du Louvre qui est comme le microcosme de ce macrocosme, de cette très grande région du monde, et l'archéologie biblique s'y trouve présentée dans les différentes salles. Alors si, à contrario, on projette ces salles du Louvre dans ou sur cet espace du monde, on voit que s'établit un lien entre Paris, la France, l'Europe et une région du monde qui est lointaine et qui, au moment où les objets sont arrivés, n'était évidemment plus une région antique, mais était au XIXe siècle une région qui correspondait à celle de l'Empire ottoman. Alors, je vous rappelle ici comment Georges Sale, dans Au Louvre, décrivait les mêmes civilisations. D'abord, il parlait du fait que ces civilisations avaient participé de près ou de loin à la naissance de la civilisation occidentale, d'une part. D'autre part, il évoquait les civilisations mères, donc encore cette métaphore de la naissance, de la mère, du berceau qu'on trouvait chez André Parrot. Et puis, ensuite, il ajoutait, nous l'avons commenté déjà la semaine dernière, au Louvre, nous sommes donc chez nous, dans notre propre univers. Pour construire ce cours, je me suis appuyée sur une très riche bibliographie. Je me suis même un peu perdue dans cette riche bibliographie. D'abord des publications du Louvre lui-même. J'en cite quelques-unes seulement et j'y reviendrai au cours de la leçon. De Khorsabad à Paris, la découverte des Assyriens. Un autre catalogue dossier intitulé « Une mission en Perse » est consacré à Jacques de Morgan, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Et puis des ouvrages peut-être plus généraux sur la question de la réception de la civilisation phénicienne par les savants européens au XIXe siècle et au-delà, à la recherche des Phéniciens, de Joséphine Crowley-Quinn, d'une part. Et puis d'autre part, je n'ai cessé de le répéter, il m'importe, ou il est important en général en termes de méthode, et en particulier quand on travaille sur les musées européens, de tenter, autant que faire se peut, de trouver des sources qui documentent l'autre point de vue. Je vous montre ici cet très important livre, ce très important livre de Zeynep Çelik, About Antiquities, sur les politiques de l'archéologie dans l'Empire ottoman. Une autre histoire publiée par Edem Eldem, Zeynep Çelik et Zeynep Bahrani sur les mêmes questions du rôle de l'archéologie dans l'Empire ottoman et de la construction de cette discipline et des musées dans l'Empire ottoman. Et puis pour finir, un ouvrage plus récent consacré au rapport de l'Irak contemporain à son passé archéologique et à sa destruction ou à sa translocation dans d'autres régions du monde. Je profite de ce moment bibliographique pour attirer votre attention sur un très beau colloque que nous avons organisé il y a quelques semaines en coopération entre le Collège de France et le Louvre, intitulé « Le musée comme archive », que nous avons enregistré les 6 et 7 mai dernier, qui sera diffusé sur YouTube le 25 juin. J'attire votre attention en lien avec le cours d'aujourd'hui, en particulier sur la table ronde intitulée « Les fouilles et leurs traces » pour une étude de l'archéologie à la source, table ronde modérée par mon cher collègue Dominique Charpin, qui lui-même a une connaissance immense du sujet, et les intervenants étaient Ariane Thomas, Clélia Paladre et Yannick Linz, ainsi qu'Étienne Blondeau, qui tous les quatre travaillent avec les collections, au cœur des collections du musée du Louvre, à titre de conservateur ou de scientifique. Alors, le plan de la séance d'aujourd'hui est le suivant. Nous allons d'abord, dans un premier volet, nous intéresser au concept, à l'idée, au terme d'archéologie biblique, puis dans un deuxième temps, intitulé Zone de contact, nous essaierons de voir comment se sont effectuées les fouilles et surtout quel regard ont porté les fouilleurs français sur leurs contemporains, sur les lieux où ils fouillaient. Et le troisième volet est intitulé Hammurabi 1979. Et puis pour commencer, comme toujours, un objet du jour. Cet objet, aujourd'hui, est une carte, une grande carte très spectaculaire, superbe, que l'on trouve sur le site Gallica de la Bibliothèque de France. Grande carte dont vous voyez ici
qu'elle est intitulée Bible Lands, c'est-à-dire les pays de la Bible. Alors cette carte est spectaculaire, passionnante, intéressante, on peut vraiment s'y perdre et en la regardant de près, on peut aussi la dater. Vous voyez ici, j'ai éclairé particulièrement cette très grande ligne droite entre la Syrie, l'Iran, notamment très grande ligne droite que vous reconnaissez tout de suite comme la fameuse ligne Taix-Picot qui a été négociée entre les Français et les Britanniques au lendemain de la Première Guerre mondiale et qui divisait la zone en une zone A pour les Français et une zone B pour les Britanniques. Et par ailleurs, cette carte, vous le voyez ici, nous montre la Turquie. Turquie dont la naissance remonte au début des années 20. Et par ailleurs, nous voyons l'Union soviétique qui, elle aussi, est une création du début du XXe siècle. Cette carte, donc, date du lendemain de la Première Guerre mondiale, des années 30 en fait. On le voit indiqué sur la légende que je grossis ici, tout en bas. Il s'agit d'une carte de 1938 qui est passionnante parce qu'elle projette sur ce Moyen-Orient des années 1930 les sites de la civilisation occidentale, comme elle le dit, qui sont marqués ici, en général, en rouge. C'est-à-dire qu'on a à la fois les puits de pétrole, les lignes de chemin de fer et les canaux et les lieux contemporains, les villes, notamment les capitales, mais on a également, et quand on zoome dessus, on le voit extrêmement bien, je vais faire l'opération du zoom ici avec vous, on voit bien quand on zoome dans cette carte combien elle est riche de rapports entre le contemporain des années 1930 et l'Antiquité, qualifiée ici de biblique. Alors, on peut zoomer par exemple sur cette région-ci, la région de Bagdad, voilà, pas loin du Koweït, où on voit, notamment ici, vous voyez la souris qui tourne autour, le lieu de naissance d'Abraham. Donc une carte fascinante qui met en rapport des époques différentes, qui les rend visibles dans le paysage contemporain. Et c'est un peu le jeu ou la tentative qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire d'aller voir quels sont les lieux contemporains au XIXe siècle, à quoi ressemble-t-il lorsque les différents archéologues français vont y creuser et en extraire les monuments de l'Antiquité pour les ramener, les rapporter à Paris. Alors, première partie, l'archéologie biblique. L'archéologie biblique est une démarche qui consiste à aller chercher sur le terrain des traces réelles des récits de la Bible. La Bible et cette archéologie biblique se déploie dès le XIXe siècle en Europe. À partir de cette idée selon laquelle il faut aller chercher des traces de la Bible, il y a une évidence en quelque sorte du caractère chrétien, européen, maternel de cette région du monde qui, évidemment, au XIXe siècle, n'est plus une région biblique. On est bien dans l'Empire ottoman. La taille, pour vous donner une relation de cet espace qui va faire l'objet d'une archéologie très intensive, représente à peu près la France, un peu plus grand. J'ai mis ici la France simplement pour que quelques repères soient possibles. Et dans cette région grande comme la France vont être menées à partir des années 1840 de très nombreuses campagnes de fouilles. Donc, vous allez voir sur ce qui arrive là, ces dates sont en fait une chronologie européenne des fouilles menées par Paris, Londres et Berlin sur ce territoire. On commence avec les Britanniques en 1825 dans une région qui est actuellement en Iran, tout à fait à droite ici de la carte, et puis 1843 arrivent les premiers Britanniques, les premiers Français, 1843-1845 Khorsabad, 1845-51. Je ne les commente pas tous, je vous laisse voir simplement combien se multiplient et se densifient ces projets de fouilles dans cet espace dit biblique. Les années 50, les voici, 60, dans ce qu'on appelle le Levant, puis les années 70, les années 80, 90, et finalement tout le territoire jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale est criblé d'entreprises de fouilles menées soit par la France, on l'évoquait, et les résultats de ces fouilles sont aujourd'hui visibles, en particulier au musée du Louvre, soit il s'est agi d'entreprises archéologiques menées
par la Prusse ou plus tard, à partir des années 1870, par l'Empire allemand. Et le résultat de ces fouilles se trouve aujourd'hui dans les Staatliche Museen zu Berlin, les musées de Berlin, de l'île des musées, soit qu'il se soit agi de fouilles menées par les Britanniques, et leur résultat est aujourd'hui au British Museum. Donc, on voit bien ici qu'on est face à un territoire qui a été pris en charge ou pris d'assaut pratiquement par les archéologues européens avec une grande intensité et une grande efficacité également, puisque le résultat de ces fouilles, le résultat matériel, la quantité et la qualité des objets excavés, fouillés, est considérable et enrichit les musées. Le Louvre, les musées de Berlin, le British Museum, comme on peut l'imaginer, cette science de l'archéologie biblique est un projet européen en quelque sorte, un projet d'échange entre savants, mais aussi un très grand projet concurrentiel, donc de rivalité entre les différents musées qui tentent, se regardant les uns les autres, d'avoir la collection la plus importante, la plus riche, et de la traiter le plus scientifiquement possible. On n'est pas étonné donc de trouver au 19e et au 20e siècle des ouvrages concernant la Bible et le British Museum, des ouvrages en allemand qui mettent en rapport, et on le voit ici dans la couverture de ce livre très bien, qui prend les couleurs du drapeau du Reich et encadre de ces couleurs Bagdad, Babylone et Ninive, c'est-à-dire qui se les approprie d'une certaine manière sur un mode national, ou encore on trouve dans la presse des caricatures qui montrent deux savants se battent à propos de l'écriture cunéiforme. Alors, après avoir évoqué ce projet, disons, ou cette branche de l'archéologie biblique, qui a ce projet de retrouver les traces de nous-mêmes, en quelque sorte, de l'Occident chrétien au Moyen-Orient, j'aimerais regarder avec vous comment s'est effectué le contact entre les archéologues du 19e siècle et les personnes, les cadres politiques, les systèmes de croyances également, les épistémologies qui existaient dans ces régions où ils sont allés. Pour ce faire, je travaille avec l'histoire des collections du département des Antiquités orientales, 3e volume. Il s'agit donc d'un article de Béatrice André Salvini qui permet d'établir une chronologie d'abord, de savoir quand ont été opérées les fouilles et qui y a participé. Alors, je ne vais pas entrer, je vous renvoie vraiment à cet article excellent pour suivre le propos. J'ai simplement traduit en tableau les indications qui y sont données. Vous voyez que le département des Antiquités orientales couvre des civilisations comme celle de la Mésopotamie, ou des espaces comme l'Iran, le Liban, la Syrie, l'Afrique du Nord, la Palestine, l'Anatolie, Chypre, et aussi l'Espagne, qui ont différentes couleurs, et j'ai rangé par couleur et par date ici les différentes informations. Je fais défiler ce tableau, vous voyez qu'il est extrêmement long, extrêmement dense, extrêmement précis aussi, et je voudrais avec vous lors de ce cours faire simplement 3 petits spots, 3 flashs sur 3 moments des années 1840, 43, 45, 50, avec les fouilles menées à Khorsabad. Ensuite, le moment 1860 avec la mission d'Ernest Renan en Phénicie, c'est le terme antique, mais c'est-à-dire au Liban. Et puis pour finir, je m'intéresserai avec vous aux fouilles menées à Suse par Jacques de Morgan à l'extrême fin du 19e siècle, Suse qui se situe dans l'actuel Iran. On peine parfois à imaginer que ces archéologues au 19e siècle, puisque dans les musées, les objets qu'ils ont rapportés sont présentés et datés de leur date d'existence, c'est-à-dire de leur antiquité lointaine, on peine parfois à imaginer, à se figurer comment a été mené le travail et quand. On a des documents photographiques, le Louvre en conserve des merveilles photographiques, mais il existe également de très rares documents filmés qui nous permettent de nous donner une idée de la manière dont ces fouilles ont eu lieu. Je voudrais vous montrer quelques extraits, seulement quelques extraits d'un film qui me paraît remarquable, qui est certes daté des années 20, un film britannique, qui montre des fouilles menées exactement dans cette région, la région de Mossoul,
de la ville actuelle de Mossoul, qui existait déjà sous ce nom au XIXe siècle et quand ce film a été tourné. Et je voudrais simplement vous montrer quelques extraits parce que ça nous donne avec une extrême immédiateté une idée de la manière dont étaient menées ces fouilles au début du XXe siècle, et probablement aussi avec quelques différences évidemment liées à la pénétration de l'automobile, notamment au début du XXe siècle, et du chemin de fer. Mais néanmoins, on peut penser que 20 ou 30 ans auparavant, les méthodes étaient pratiquement les mêmes. Nous regardons quelques extraits rapides ensemble, et si vous voulez voir le film dans son intégralité, je vous indique ici le site où vous pouvez le consulter, ce que je vous recommande chaleureusement. Alors après avoir eu ce très court aperçu sur la manière dont les fouilles sont menées, aussi sur la répartition, comment dire, du travail, on voit bien que ce travail est mené par des ouvriers locaux, par des personnes locales, tandis que les Européens tiennent la caméra
ou distribue les ordres. On voit que les enfants sont impliqués dans ce travail. On voit que les personnes qui portent ces objets très lourds sont souvent, et même très souvent, des êtres humains des populations locales. Après avoir vu ça, je voudrais faire un retour en arrière dans les années 1840 pour voir ce que nous en disent les archéologues impliqués dans les grandes fouilles de ces régions, fouilles très spectaculaires et très connues. Alors, commençons par les fouilles de Khorsabad. Vous voyez ici une photographie des années 50 qui nous montre un gardien, un surveillant du Louvre au pied l'un des taureaux rapportés par le consul Botta, Paul-Émile Botta, et tout cela a été extrêmement bien documenté dans cet ouvrage que je citais au début de Khorsabad à Paris, La découverte des Assyriens. Alors nous sommes ici, sur notre carte initiale, hein, dans les années 1840, on est dans la région donc de Mossoul. Vous voyez sur cet extrait de la carte agrandie que la ville de Mossoul se situe à une extrême proximité de Ninive et de Nimroud. D'une part, ces noms de villes sont indiqués en noir. En rouge, on voit également les lieux bibliques, et Ninive est considérée ici comme la capitale de la Syrie. Alors, quand on voit ces cartes, quand on entend ces noms, on peine à imaginer à quoi ressemblaient ces villes. Mossoul a été beaucoup représentée au XIXe siècle dans des vues romantiques, romantisantes, comme celle que vous voyez ici, une ville évidemment habitée. Je vous montre simplement une vignette ici avec deux personnes. Évidemment, ce sont des lieux habités, ce sont des lieux structurés, ce sont des lieux avec leurs propres lois et leurs propres traditions. Dans la région de Mossoul, dans les années 40, si on veut s'informer sur ce qu'était cette région, une source excellente pour nous autres, aujourd'hui en Europe, de manière facile si on veut se renseigner, avec le biais de lecture évidemment qu'il faut toujours avoir à l'esprit, les travaux des missionnaires sont intéressants. Alors j'ai consulté un ouvrage du révérend père Duval, La mission des dominicains à Mossoul, un ouvrage de la deuxième moitié du XIXe siècle, mais qui nous donne une idée approximative de ce que pouvait être Mossoul ou sa région lorsque Botta y arrive au titre de consul de France. Donc je lis un extrait. Mossoul, ville située en Mésopotamie sur la rive droite du Tigre, en face des ruines de l'ancienne Ninive, sous le 36e degré de latitude et à 106 mètres environ au-dessus du niveau de la mer, compte 57 000 habitants, donc 48 200 musulmans, 3 000 juifs et 6 500 chrétiens, savoir 2 000 chaldéens catholiques, 2 000 syriens catholiques, 2 000 syriens jacobites, 250 dissidents du schisme chaldéen, 200 protestants méthodistes et 50 de divers autres rites. Donc, on est dans un contexte multi-religieux important, une ville importante, 57 000 habitants, à large majorité musulmane, mais avec quelques minorités religieuses qui longtemps cohabitent très bien ensemble. Je poursuis la lecture. La population indigène de Mossoul est de race arabe et parle généralement l'arabe. Cependant, la langue officielle, celle que parlent les employés du gouvernement, celle dont on se sert dans les actes publics, est la langue turque. Dans les villages, les musulmans de la rive gauche et les yéridis parlent le kurde, sorte de patois persan. Donc ici, après avoir décrit les différentes religions en présence et les différents groupes sociaux en présence, l'auteur nous rappelle que cette région est sous gouvernement ottoman et que ce sont les lois de l'Empire ottoman qui règnent ici, les lois, les classifications, les départements également. Je continue la lecture. Au point de vue administratif, Mossoul est le siège d'un vali ou gouverneur de province. Elle possède un tribunal de première instance et un tribunal de commerce. On est bien donc dans un contexte qui fonctionne, une population mélangée et une population principalement musulmane et arabe. Alors, grâce aux descriptions que nous ont données d'une part Paul-Émile Botta de sa mission et puis son successeur Victor Place, nous sommes extrêmement bien informés de la manière dont ils ont interagi avec ces populations au moment de leurs fouilles et de la manière dont ils ont mené ces fouilles, organisé le transport, cherché des ouvriers pour travailler sur leur chantier, etc. Je vous recommande la lecture de ces ouvrages parce qu'ils donnent une vision très riche et très nuancée aussi
de la manière dont étaient menées les opérations, une vision qui nous échappe quand nous sommes au musée, que nous sommes face aux œuvres qui généralement, en tout cas ce qui les entoure, les informations qui les entourent dans les musées sont des informations qui concernent leur vie antique en quelque sorte, mais on apprend dans les musées très peu sur la manière dont ces pièces sont arrivées ici, chez nous, à Paris, à Londres, à Berlin. Et il est extrêmement intéressant de retourner à la source de ces ouvrages qui sont extrêmement précis. Il s'agit de livres de publication d'envergure et d'ailleurs de très très grande taille. Elles sont difficiles à porter, elles sont lourdes. Ce sont de très très grands volumes, très prestigieux, mais aujourd'hui on a le privilège et le luxe de pouvoir les lire chez soi sur Internet. Alors je commence avec quelques extraits des Monuments de Ninive de Paul-Émile Botta. La première citation est liée à la question du site, de l'endroit qu'il faut choisir pour commencer les travaux archéologiques. Paul-Émile Botta sait par quelques prédécesseurs britanniques qu'il y a des choses à trouver et il note au début de son texte, de sa description des monuments de Ninive, il note ceci: le lieu qui semblait offrir le plus de chances de succès et auquel je dus naturellement penser d'abord était le monticule sur lequel est bâti le village de Niniwa, dernier reste de la ville immense dont il a conservé le nom. Et puis un petit peu plus loin, il poursuit: mais le nombre et l'importance des maisons qui couvrent ce monticule ne me permettaient pas d'y faire des recherches, repoussées d'ailleurs par les préjugés religieux des habitants. Là, en effet, est bâtie la mosquée de Nabi Younes, qui, d'après les traditions locales, renferme, comme son nom l'indique, le tombeau du prophète Jonas, et le sol en est regardé comme sacré. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est d'abord, ce qui est bien connu, le fait que les archéologues cherchent des monticules pour savoir où creuser, ces monticules signalant la présence de quelque chose en dessous. Mais ce qui m'intéresse bien davantage encore ici, c'est le fait que Botta repère un village sur ce monticule, d'une part, et un village sur lequel a été construit une mosquée qui est un lieu sacré, comme si on aurait presque l'impression que ce village et cette mosquée sont exprès là pour empêcher peut-être des fouilles, ou en tout cas pour marquer un lieu dont on ignore peut-être l'existence archéologique, mais qui paraît, dans le contexte local, qui paraît digne d'être vénéré autrement, ou d'être marqué, ou d'être protégé d'une certaine manière. Ça m'intéresse parce qu'on va le voir, les archéologues, eux, s'intéressent à ce qui est en dessous et ne vont pas respecter les croyances locales. Ici, il est question de préjugés religieux. Et bien sûr, il serait extrêmement intéressant d'avoir des textes, des sources qui nous expliquent pourquoi précisément en ces endroits de haute antiquité sont construits des lieux sacrés auxquels on est censé ne pas toucher. Je continue la lecture. Mais ce fut la moindre de mes difficultés. La mauvaise volonté de l'autorité locale en était une bien plus inquiétante et bien plus difficile à vaincre. On sait que les musulmans, trop ignorants pour comprendre les vrais motifs de nos recherches scientifiques, les attribuent toujours à la cupidité, seul mobile de toutes leurs actions. Ne pouvant s'expliquer les dépenses que nous faisons pour déterrer des débris antiques, ils croient que nous cherchons des trésors. Les inscriptions que nous copions avec tant de soin sont à leurs yeux des talismans qui gardent ces trésors ou qui nous indiquent où ils se trouvent. D'autres, qui se croient plus habiles sans doute, ont recours pour expliquer nos recherches à une supposition plus bizarre encore. Ils s'imaginent que leur pays a appartenu anciennement aux Européens et que ceux-ci cherchent dans les inscriptions des titres constatant leurs droits, à l'aide desquels ils puissent un jour revendiquer la possession de l'Empire ottoman. Ces absurdes préjugés ne pouvaient manquer d'influencer le caractère cupide et soupçonneux de Mehmed Pacha, alors gouverneur de la province de Mossoul. On voit cet extrait qui me paraît extrêmement intéressant, même si on n'a pas la voix des autres qu'il faudrait absolument avoir et confronter à cette vision des choses, mais on voit ici un intellectuel européen qui décrit les croyances locales comme des préjugés, comme une forme de stupidité, d'incompréhension totale, radicale du travail scientifique mené par l'Europe, travail scientifique qui, lui, est présenté comme une évidence en quelque sorte. Le fait qu'il peut y avoir une différence
dans l'ordre du savoir, dans l'intérêt, n'est pas du tout ici pris en compte. Il n'y a pas de distance critique face à soi-même, mais bien, en fait, une sorte de supériorité de l'Européen qui arrive avec ses techniques, ses méthodes, ses intérêts, son intérêt pour l'Antiquité, et qui trouve sur place quelque chose qu'il qualifie comme de la superstition, des préjugés, et qui peut-être, en fait, relève d'un autre ordre de rapport à l'Antiquité, à ce qu'on a sous les pieds, au passé sur lequel on s'installe, peut-être, éventuellement, pour s'en nourrir ou pour le protéger. Ce sont des choses qu'il faudrait discuter, mais qui paraissent de manière très fréquente et appuyées dans l'ouvrage de Botta, et vous le verrez aussi dans le texte de son successeur, Victor Place. Troisième extrait seulement des monuments de Ninive de Botta, je le lis ici. Le village de Khorsabad était bâti sur le monument qu'il s'agissait de déblayer. Il fallait obliger les habitants à transporter ailleurs leur domicile et à démolir leurs anciennes maisons. Or, la loi ne permet pas d'empiéter sur des terrains propres à la culture, et l'espace destiné au nouveau village ne pouvait par conséquent être pris sur les terrains de cette nature qui entouraient le monticule. L'insistance de son Excellence Monsieur le baron de Bourquenay triompha des répugnances de la Porte. En vertu d'une convention spéciale, les habitants de Khorsabad furent autorisés à me vendre leur maison et à aller s'établir momentanément au bas du monticule. Alors là, on le voit, ils sont autorisés à quitter leur maison. En fait, ils sont obligés par la pression de cet archéologue, de ce diplomate, de ce consul français, appuyé par le réseau diplomatique français des années 1840. Ils sont obligés de quitter leur maison, de descendre en bas, dans la plaine, d'une part, et d'autre part, de voir leur maison détruite. On peut imaginer le tout n'étant pas conforme à la loi qui régit les rapports de propriété privée et de maison dans cette région. On peut imaginer l'effet produit par cette expropriation qui est très certainement un effet traumatique, d'autant plus, semble-t-il, que l'explication des raisons pour lesquelles les Européens mènent ces travaux ne parviennent pas jusqu'à la population, puisque cette population manifeste une incompréhension totale dans les yeux du chercheur, de l'archéologue français, incompréhension qui peut aussi être interprétée comme une forme de résistance. Continuons ces lectures trop rapidement avec le rapport que Victor Place, qui a succédé dans les années 1950 à Botta sur le site de Khorsabad, le rapport remarquable, fascinant, une lecture éblouissante qu'il a consacrée lui aussi donc aux travaux de fouilles dans la région de Ninive. Dans ce texte, Victor Place décrit à nouveau la question de la présence de maisons sur les sites archéologiques. Je lis à nouveau 3 extraits ici. Le premier est le suivant. Rarement les maisons de Féla sont établies sur des collines naturelles. En revanche, une prédilection particulière, peut-être un vague souvenir ou bien une sorte d'attraction mystérieuse, a retenu presque toujours quelques groupes d'habitants sur les monticules que de grands monuments couronnèrent autrefois. Si l'on ne peut pas dire de chaque village posté sur une hauteur que sa présence soit l'indice certain de l'emplacement d'un ancien édifice, on peut du moins affirmer qu'elle forme déjà une forte présomption. Seulement dans ce cas, et afin de pouvoir fouiller sans obstacle, il sera nécessaire d'exproprier les Félas, ou plutôt de rebâtir leur maison à peu de distance de la colline, comme il a été fait pour le village de Khorsabad. Ici encore, Victor Place attire l'attention sur le caractère sacré de ces lieux, sur donc la présence d'un autre ordre de rapport avec le sol, avec l'Antiquité, avec le passé, un rapport d'invisibilité. On ne sait pas ce qui est là, mais ce que Victor Place qualifie de mystérieux est une sorte de lien probablement transmis de génération en génération qui incite les habitants à précisément être là d'où il faut les exproprier lorsque on a, comme les Européens, un rapport différent avec la question de l'invisible et du passé, qui, dans une perspective européenne, doit être
découverts, analysés, étudiés et puis aussi mis en musée. Deuxième extrait de l'ouvrage de Victor Place, je le lis ici. L'éclairage et l'aérage des tranchées réclament beaucoup d'attention. Des décombres enfouis depuis 25 siècles renferment un principe pestilentiel qui se dégage sous l'action de la pioche et devient une source permanente de fièvre. La vie des ouvriers est donc très exposée et l'explorateur qui les emploie assumerait une grande responsabilité s'il ne prenait pas toutes les précautions voulues en pareil cas. Le travail des excavations étant très pénible dans une argile aussi adhérente, on le divise en 3 temps successifs destinés à donner du répit aux ouvriers. La première opération, celle du piochage, est faite par 2 hommes, s'avançant de front et creusant l'argile à grands coups de sape. Elle dure de 25 à 30 minutes. Quand une certaine quantité de terre a été détachée, 2 remplisseurs la jettent avec des boyaux dans des couffins ou corbeilles en jonc, enlevés aussitôt par d'autres ouvriers, portés au dehors et vidés à l'endroit désigné. Le chiffre de porteurs varie de 2 à 4 suivant la distance à parcourir. Enfin, 2 ouvriers, ou plus souvent 2 enfants, sont occupés au dehors à tamiser les déblais pour rechercher les objets qui pourraient y être contenus. Cette succession d'opérations est dictée par l'impossibilité matérielle où l'on est de faire travailler simultanément les piocheurs et les remplisseurs dans des tunnels longs et étroits. L'enlèvement des déblais, remplissage et portage compris, absorbe environ une demi-heure, comme le piochage. Il résulte de cette combinaison que, pendant la durée de la journée, il n'est pas accordé d'heures de repos aux ouvriers, même pas pour prendre leur nourriture. Alors, il me semble que ces quelques extraits sont particulièrement éclairants. D'abord, le premier pour son expression de violation de sépulture, avec l'idée donc que l'archéologie serait un viol, une violence faite à des lieux ou à un savoir qu'on ne souhaite pas découvrir pour des raisons qui ne sont pas révélées dans ces sources-là, mais que d'autres sources pourraient peut-être nous indiquer. Et puis, texte extrêmement important pour comprendre la manière dont ont été menées les fouilles et dont les Européens, les archéologues européens, les chefs de chantier, les initiateurs de ces projets, travaillent avec les populations locales, nous dit-il, qui répugnent à travailler dans ces chantiers, chantiers dont on constate ou dont il nous dit qu'ils sont extrêmement dangereux pour la santé, chantiers dans lesquels travaillent des enfants et un travail manifestement très pénible pour lesquels les pauses sont rares. Donc on est vraiment dans une logique, si on veut, si on lit ces textes au plus près de la manière dont ils ont été écrits, dans une logique non seulement d'extraction du passé, d'extraction d'une matière vive qui est ressentie comme une violation, mais on est aussi dans une logique d'exploitation de la manœuvre locale contre son gré ou en tout cas dans des conditions d'extrême difficulté qui ne correspondent pas aux pratiques, aux traditions, à l'artisanat locaux. Alors, comme on le sait, la mission première de Botta a été couronnée de succès puisqu'il a pu rapporter certains taureaux zélés du palais de Sargon et d'autres objets qui sont aujourd'hui au Louvre. Et vous voyez ici, dans cette gravure qui rappelle les scènes de triomphe, ce défilé de personnes de la région qui tirent à force d'hommes comme une armée, un chariot sur lequel se trouve dans une caisse l'un de ces taureaux et sur cette caisse est planté un drapeau français. On sait que le transport a été extrêmement complexe, il est décrit tout à fait en détail par Botta, mais également par Victor Place. Dans le cas de Botta, en effet, les objets finissent par arriver à Paris. Dans le cas de Victor Place, comme on le sait aussi, un terrible naufrage. Je vous recommande cet article tout récent de Bulletin Change sur la mémoire du corps sabbat détruit et sur l'histoire du naufrage de Victor Place, un gâchis considérable. Mais ce qui avait réussi à arriver à Paris a été placé au milieu des années 40 donc, dans le musée assyrien. Vous voyez ici une gravure qui représente la grande salle du musée assyrien au musée du Louvre, un musée qui, au fil des décennies, s'élargit, s'agrandit et finit par occuper plusieurs salles au Louvre au milieu du 19e siècle,
où Théophile Gautier, d'ailleurs, quelques années plus tard, l'a vu. Il écrit sur ce musée assyrien, sur les salles assyriennes dans son guide de l'amateur au musée du Louvre, la chose suivante. De l'autre côté de la voûte, c'est le musée assyrien. On sort de Thèbes ou de Memphis pour entrer à Ninive. On quitte Khéops, Ramsès, Toutmès, Netchao pour aborder Foulbélésis, Téglat-Phalazar, Assar-Adon, l'énormité pharaonique pour l'énormité biblique, les gigantesques taureaux à face d'homme. L'énormité biblique, c'est bien ce que les Européens et le musée du Louvre se sont appropriés, ont fait venir chez eux au prix de sacrifices considérables, sacrifices des archéologues français en place, dans le cas présent Botta et Victor Place, mais sacrifices évidemment aussi des populations locales, violences symboliques et réelles exercées à l'encontre du patrimoine qui se trouve sous leurs pieds. Deuxième moment dans la constitution du département des Antiquités orientales que j'ai choisi d'éclairer ici, et ce sont seulement deux petits moments dans une grande liste que j'ai montrée tout à l'heure, nous sommes en 1860. Vous voyez ici un des objets, un sarcophage phénicien arrivé dans ces années 1860 au Louvre avec plusieurs autres, et on va voir dans un instant comment, dans quelles conditions et à la faveur de quelles constellations politiques s'est opéré ce transfert dans les années 1860. Je vous renvoie ici aussi au catalogue sur l'art phénicien publié par le musée du Louvre, et nous revenons à notre carte initiale pour situer la Phénicie sur cette carte de l'espace biblique. La Phénicie, c'est ce qui correspond à peu près au Liban actuel. Nous sommes ici donc dans la région de Beyrouth, avec des villes côtières comme Sidon, Saïda ou Sour, Tyr, qui vont attirer l'attention des savants et offrir au Louvre un grand nombre de pièces prestigieuses. Il s'agit d'une région qui, dans les années 1860, est en proie à des conflits religieux, à des tensions religieuses extrêmement fortes, qualifiées par certains, du point de vue chrétien, de massacres, qualifiées du point de vue musulman de guerre. Il s'agit donc de conflits entre les chrétiens et les musulmans. Et en 1860, l'empereur Napoléon III va faire usage de ce qu'on appellerait aujourd'hui un droit d'ingérence, en quelque sorte, et va envoyer une expédition militaire dans cette région pour prendre le parti ou la protection des chrétiens. L'expédition dite humanitaire de la France au Liban en 1860 a été extrêmement étudiée. Elle est considérée par certains comme l'un des moments de naissance du Liban moderne avec ses conflits actuels. Je vous montre ici un ouvrage bilingue et extrêmement intéressant parce qu'il comporte plusieurs perspectives, intitulé 1860, Histoire et mémoire d'un conflit, où il est précisément question de cette année-là et de ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait dans les mémoires collectives du Liban et des régions limitrophes. En 1860, cette mission militaire va donner l'occasion à Ernest Renan, le grand savant, professeur au Collège de France, à Ernest Renan, qui est encore un assez jeune homme, d'aller avec l'armée, d'être avec l'armée et de mener ce qu'il a nommé par la suite, ce qui a été nommé la mission de Phénicie, publiée en 1800, une dizaine d'années plus tard, en 1870. Dès l'introduction, Ernest Renan met bien clairement en rapport ses travaux scientifiques, d'une part, et la présence militaire de la France dans cette région, d'autre part. Il écrit, je le lis, « Vers la fin du mois de mai 1860, Sa Majesté l'Empereur daigna me proposer une mission d'exploration dans l'ancienne Phénicie. Depuis longtemps, je regardais une mission de ce genre comme fort nécessaire. Par une coïncidence bizarre, presque le jour même où je recevais cette mission de Sa Majesté l'Empereur, éclataient dans le Liban les massacres qui devaient bientôt amener une division de l'armée française en Syrie. La présence de nos soldats était une circonstance très favorable à mon dessein. Les fouilles que je me proposais de faire s'en trouvaient singulièrement facilitées. Il fut décidé que ces fouilles seraient faites par les soldats. » Alors ici, on est dans un autre cas de figure que dans le cas de figure précédent, où des consuls, des diplomates, avec les moyens du bord,
mettaient en route des chantiers archéologiques. Ici, c'est bien un savant, un spécialiste de l'histoire des religions, qui va être appuyé par les soldats. Il parle d'une coïncidence bizarre qui n'en était très probablement pas une, et en tout cas, la présence de l'armée va faciliter, non seulement faciliter ses travaux, va les permettre, mais il va confier les travaux de fouilles aux soldats, lui-même passant d'un chantier à l'autre en l'espace de quelques mois et en menant en parallèle différents chantiers. Je voudrais regarder avec vous non seulement le portrait d'Ernest Renan, qui était si populaire qu'il a même fait l'objet de photographies comme celle-ci de la collection Félix Potin d'images à collectionner. Ce spécialiste de l'histoire des religions a publié sa mission en Phénicie. C'est un énorme volume qui respire la scientificité, qui comprend un nombre considérable de notes en bas de page, de réflexions sur le passé biblique de cette région, mais il comporte aussi un certain nombre d'assertions, d'informations sur la manière, d'une part, dont Renan a travaillé avec l'armée, et d'autre part, comment il a considéré les populations musulmanes avec lesquelles il a été en contact. Là encore, son ouvrage est un ouvrage scientifique et on peut en lire, on peut en tirer un très grand nombre d'autres informations que celles que je tire maintenant, mais j'ai voulu simplement mettre l'accent sur sa manière de parler de son travail, de sa coopération avec les forces armées d'une part et avec les populations locales d'autre part. Donc, je cite quelques passages de cette mission de Phénicie. J'arrivais à Beyrouth dans les derniers jours d'octobre. Je trouvais dans Monsieur le général de Beaufort un empressement à seconder mes recherches qui ne devait pas un moment se démentir. Il décida qu'une compagnie serait attachée à chacune des fouilles que je voudrais entreprendre. J'admirais la promptitude avec laquelle messieurs les sous-officiers et les soldats se formèrent à ce genre de travail. Quelques-uns d'entre eux acquirent, en quelques semaines, un coup d'œil très exercé. La compagnie tout entière sembla composée d'archéologues émérites. Le 1er mars, je m'installai définitivement à Sours. Monsieur le général de Beaufort m'avait donné, pour cette région, la première compagnie de grenadiers du 13e régiment de ligne, dont j'eus aussi beaucoup à me louer. Certes, il y aurait eu des avantages à ne faire qu'une campagne à la fois et à donner successivement à chacune d'elles la somme de nos efforts communs. Mais dès qu'il me fut démontré que, à partir du mois de juin, les fouilles dans le sol deviendraient impossibles, dès que je pus croire que, au-delà de cette époque, le concours de l'armée, qui avait été la condition essentielle de nos travaux, pourrait me manquer, je n'eus plus de choix. Il fallait soit renoncer, soit mener toutes ces actions en parallèle. Alors, ce qui est intéressant ici de voir, et Ernest Renan le dit, c'est que l'action est la condition, et que l'armée est la condition même de ces travaux archéologiques. Sans armée, sans la protection de l'armée, sans la main-d'œuvre de l'armée, il ne pourrait pas, nous dit-il en d'autres endroits, faire face à la résistance locale qui est opposée de la part de la population musulmane à ces travaux. Et dans cette deuxième série de citations, maintenant, je voudrais vous donner un sentiment ou une impression de la manière dont réagit cette population musulmane. Là encore, nous n'avons que la source d'Ernest Renan, que son regard, mais il me semble qu'entre les lignes, on comprend les tensions qui sont existantes entre ceux qui fouillent avec les armes dans les mains et ceux qui vivent dans ces régions. C'est grâce à lui, c'est-à-dire un personnage, un médecin qu'il a rencontré, écrit Ernest Renan, c'est grâce à lui que j'ai pu, en un an, remplir un programme qui aurait demandé un long séjour. J'ajoute que le courage m'aurait manqué peut-être, si au milieu des innombrables difficultés d'une si pénible entreprise, au milieu de populations égarées ou abruties, je n'avais eu sans cesse à côté de moi l'exemple de ce que peut la force d'un caractère honnête, sérieux, modeste, pour réagir contre les entraînements d'un monde abaissé. Tout le livre est piqué et truffé d'expressions comme abruti, idiot, abaissé, pour décrire la population locale rencontrée par Ernest Renan dans ce Liban du milieu du 19e siècle. Je continue la lecture. Enfin, mes rapports avec les douces et bonnes populations maronites furent jusqu'au bout excellents, surtout dans la région de Jébel. Pas une seule fois nous ne rencontrâmes d'objection de la part des propriétaires des terrains sur lesquels nous étions conduits à fouiller. L'empressement à me communiquer tous les renseignements qui pouvaient m'être utiles était une vraie émulation.
Je ne pense pas qu'à cet égard, aucun voyageur trouve jamais des conditions meilleures que celles qui me furent faites, au moins jusqu'au départ de l'armée. Donc là, Ernest Renan établit une dichotomie, établit une distinction entre les chrétiens et les musulmans, et il décrit comment les chrétiens l'aident dans ses travaux, mais il précise au moins jusqu'au départ de l'armée. On sent bien que probablement, peut-être, ou en tout cas il fait l'expérience que cette sollicitude à son égard est liée à la présence des armes à ses côtés et à la présence de soldats qui fouillent. Par opposition à cette aménité des chrétiens, il écrit les choses suivantes à propos des musulmans, je le lis. L'accueil des populations musulmanes et Métuali ne pouvait, vu les circonstances, être aussi favorable. Au milieu de ces populations, à demi sauvages ou abruties, j'ai la conscience de n'avoir jamais oublié ce qu'on doit à soi-même en traitant avec des races inférieures, incapables de comprendre la délicatesse dont on use envers elles. À vrai dire, c'est l'incurable folie et l'aberration d'esprit de ces pauvres races, plutôt que leur mauvais vouloir, qui m'ont créé des difficultés. Les sottes chimères qui remplissent toutes les têtes sur de prétendus trésors cachés m'ont causé de vraies contrariétés. Il était impossible de persuader à des gens étrangers à toute idée scientifique que je ne venais pas chercher de l'or. 2 ou 3 fois, des monuments sur lesquels j'avais jeté des regards trop attentifs ont été brisés, et je crains bien que, depuis mon départ, nos travaux n'aient amené plus d'une regrettable destruction. Ici encore, information intéressante d'abord sur les stéréotypes racistes dont use Renan pour décrire la population locale, mais aussi sur cette incompréhension, cette autre épistémologie, cet autre ordre de savoir qu'il rencontre et qui fait que dans les populations locales n'ont pas un sens pour la science européenne présentée ici, les pratiques, les méthodes européennes présentées ici comme une évidence et qui ne sont pas du tout remises en cause par l'auteur, auteur bien conscient néanmoins que l'archéologie, que son travail est une science destructive puisqu'il évoque des destructions d'une part et qu'il imagine que d'autres ont eu lieu en d'autres endroits. Lui, Victor Place et Botta et d'autres archéologues font comprendre que l'intérêt qu'ils portent à ces sites et ces objets archéologiques est la raison pour laquelle se met en place un marché de pilleurs, un marché de vendeurs d'antiquités qui vont vendre ces antiquités, qui prennent de la valeur à cause du regard que les Européens ont porté sur elles et à cause de cette extraction culturelle massive. On peut presque parler d'extrationnisme culturel à cet égard. Alors, la mission de Renan, cette mission appuyée par les militaires, extrêmement rapide, de quelques mois seulement, mais très efficace, a permis au Louvre de s'enrichir d'après sa base de données, en tout cas d'environ 500 numéros d'inventaire. Vous voyez ici, si vous indiquez Ernest Renan dans la base de données, vous tombez sur le résultat de 495 numéros d'inventaire. C'est sûrement un chiffre approximatif. Et parmi eux, le sarcophage que j'évoquais tout à l'heure, originaire de Sidon, mais aussi, que vous pouvez aller voir d'ailleurs au Louvre, en salle 311, El Sully, avec d'autres sarcophages phéniciens, mais aussi, et peut-être surtout, cette pièce de mosaïque qui a été réinstallée au milieu des années 2010 au Louvre, une mosaïque de 120 mètres carrés que Ernest Renan avait fait découper, arracher du sol où elle se trouvait et transporter à Paris où elle est restée dans des caisses et non exposées ou exposées de manière inappropriée jusqu'à une date donc toute récente. Du point de vue libanais, quand on consulte la presse actuelle, on voit que cette mosaïque n'a pas été oubliée. Je vous montre ici une capture d'écran d'un journal libanais selon lequel je lis, considéré comme étant un des trésors du Louvre depuis 1862, les mosaïques de Kabr Hiram proviennent en fait du village de Hanaway, situé sur la route qui mène de Tyr à Cana, au sud du Liban. Et donc, il y a une réelle mémoire collective de l'absence de ces mosaïques. Il a fallu, nous indiquent les spécialistes, une dizaine d'années pour pouvoir les remettre en état d'être présentés. Je vous montre ici le résumé d'un rapport de restauration mené
pour le Louvre dans les années toutes récentes où il est question donc du fait que cette mosaïque spectaculaire n'avait pas été montrée au Louvre depuis son transfert du Liban en 1862. Il a fallu mener de grands travaux de restauration parce qu'elle avait été découpée et puis elle avait été remontée dans les années 1890 sur des supports inappropriés, des supports de ciment renforcé, puis transférée 100 ans après sur des supports de plâtre qu'il a fallu dérestaurer, etc., pour remonter le tout récemment, tous ces supports étant dégradés. La mosaïque a été exposée au Louvre et parallèlement, elle a fait un retour très fêté, très remarqué, un retour virtuel, et la presse libanaise insiste sur la virtualité de ce retour lors d'une exposition menée en coopération. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aller voir cette mosaïque qui est dans la salle 186 de l'aile de Non au niveau -1 et lire la monographie que lui a consacrée Catherine Metzger, la mosaïque de Kabre Hiram. Les produits, en fait, d'une expédition militaire menée par Napoléon III au nom du droit d'ingérence dans les affaires d'un pays étranger. Troisième et dernière partie, rapide, Hammurabi, 1979. Alors, cette dernière partie commence par une archive de l'Institut national d'audiovisuel, un extrait du journal télévisé de FR3, France 3, en 1979. À Bagdad, Raymond Barre a eu en fin d'après-midi ses premiers entretiens officiels avec le vice-président irakien Saddam Hussein. Raymond Barre est arrivé ce matin pour une visite officielle de 3 jours, une visite à laquelle des deux côtés on attache une particulière importance. Dans cette visite à caractère politique, les problèmes d'énergie ont occupé une place de choix, car l'Irak fournit à la France un quart de ses approvisionnements en pétrole. Fournisseur en pétrole de la France, l'Irak est un bon client des usines d'armement français. 36 Mirage F1 en cours de livraison, 36 autres en commande. Ce que ces informations ne disent pas, c'est qu'à l'occasion de cette visite d'État de Raymond Barre à Bagdad en 1979, l'Irak formula une demande de restitution d'un objet particulièrement spectaculaire, particulièrement important aussi pour son histoire, le Code d'Hammurabi. On est au courant, on peut connaître cette réclamation quand on consulte les archives, notamment, et vous voyez ici quelques pages tirées des archives du musée du Quai Branly, les archives qui détiennent la mémoire de la grande vague de réclamations, de demandes de restitution qui a suivi les indépendances, notamment de pays africains dans les années 60, avec un pic de demande de restitution d'objets contenus dans les collections européennes à Berlin, à Londres, à Paris, autour de 1978-1979. Parmi ces documents, on trouve notamment celui-ci, qui est l'annonce d'un colloque à la fin des années 70, début des années 80. Je vous lis le premier paragraphe de cette annonce de colloque. Rendez-nous le code de Hammurabi. Le président irakien, M. Saddam Hussein, n'avait pas manqué de surprendre son hôte français, M. Raymond Barre, alors Premier ministre, venu négocier une augmentation de livraison de pétrole à la France en demandant le retour à l'Irak de la magnifique stèle noire en diorite qui constitue un des plus grands trésors du musée du Louvre. C'était en 1979, bien entendu, le recueil de lois le plus important de l'Ancien Orient sur lequel continuent de veiller jalousement les conservateurs du Louvre n'a pas quitté le sol français et 2 ans plus tard, il n'est pas prêt de le faire. Le même document insiste par la suite sur l'évolution des demandes de restitution, notamment soutenues par l'UNESCO à la fin des années 70. Et je voudrais revenir avec vous, donc, simplement en quelques mots bien trop rapides sur l'histoire de ce code d'Hammurabi que vous voyez ici dans l'une des salles du Louvre où il est aujourd'hui. Pour de plus amples informations sur les inscriptions qu'il contient, sur son importance juridique pour l'histoire du droit et puis pour l'histoire de l'Ancien Orient. Je vous renvoie volontiers à cet ouvrage de Béatrice André Salvini, Le Code de Hammurabi, et je me concentre ici avec vous sur l'histoire de son transfert à Paris au XIXe siècle. Nous retrouvons notre carte
initiale et nous sommes à l'extrême est de cette carte, dans la région de Suse. Vous voyez ici un détail de la carte, Suse, Chouch, Souza, Souchan, et un site archéologique à proximité de Disphoul, qui était à l'époque où le code a été trouvé, qui était la grande ville la plus proche, où vivait la population, tandis que Suse était déjà pratiquement abandonnée. Sur cette carte, il est très intéressant de voir donc qu'on est à la limite du Koweït. Vous voyez les champs de pétrole symbolisés ici par des structures d'extraction. Et dans cette région se trouvait en 1897 un paysage de tels, de monticules, qui a intéressé, qui a attiré l'attention de Jacques de Morgan, qui est devenu le fouilleur, l'explorateur, le découvreur de Suse. Bien vite, il poste sur ce site très riche une mission d'exploration française. Vous voyez ici une aquarelle qui montre le campement des Français avec le drapeau français pour marquer le terrain. Et pour faire vite, je vous lis les indications que donne le Louvre lui-même sur les fouilles menées à Suse. Je cite le site pédagogique intitulé La Petite Galerie. Le site de Suse. De Morgan s'intéresse aux couches les plus anciennes et met au jour la Suse d'avant les Perses, soit les vestiges de l'Empire élamite au IVe millénaire avant Jésus-Christ, naissance de l'écriture. Il trouve aussi des objets babyloniens rapportés suite à des raids en Mésopotamie. Parmi eux, le code d'Hammurabi ou encore la stèle de Naram-Sin. Très courte phrase, mais remplie d'informations extrêmement précieuses. D'abord, sur les méthodes de Jacques de Morgan, qui est à la recherche de la préhistoire en fait sur les sites qu'il fouille et qui donc ne s'intéresse pas aux différentes couches historiques, archéologiques laissées à l'intérieur du tel, mais qui va creuser en très grande profondeur avec des méthodes qui rappellent pratiquement la construction du métro à la même époque à Paris, si on peut. Je vais vous montrer dans un instant une illustration. Et puis, autre information clé, importante, le fait que ce code de Hammurabi est lui-même une prise de guerre venue d'une autre région et qu'il va être retrouvé donc à titre de trophée, en quelque sorte, dans une région éloignée de sa région d'origine, retrouvée par Jacques de Morgan lors de ses fouilles. Jacques de Morgan, le voici. Si vous souhaitez vous informer davantage sur cette mission qui a laissé de grandes traces dans le paysage, y compris actuel, je vous renvoie au dossier Une mission en Perse publié par le Louvre, et je vous montre rapidement, puisque je l'évoquais à l'instant, une photographie historique, l'une des photographies historiques conservées dans la riche collection de photographies archéologiques du Louvre, où l'on voit ici ces tranchées très nettes, très droites, creusées au plus profond du site, et puis au premier plan, qui traverse l'image, deux petits rails qui montrent l'utilisation d'un système de wagons. En fait, on est pratiquement dans une logique d'extraction minière. J'évoquais tout à l'heure l'extractivisme des archéologues du 19e siècle. Ici, on y est vraiment avec des méthodes dites industrielles que Jacques de Morgan qualifiait lui-même d'industrielles et qui sont extrêmement brutales pour le paysage et pour les sites explorés. Dans le cas de Jacques de Morgan, particulièrement brutal, je le disais, parce qu'il ne s'intéresse pas aux couches intermédiaires. Il cherche le fond. Alors, est trouvé, vous le voyez sur cette photographie, ce code doté dans sa partie supérieure d'un bas-relief représentant deux personnages, mais surtout d'un long texte, d'une longue inscription en écriture cunéiforme. Et c'est ce code qui, dans les années 70, au début des années 80, va être réclamé par l'Irak au Louvre. Il a du coup, dans ces années-là, une notoriété. Je vous montre un article tiré de l'Express en 1982 intitulé « La loi du retour » où le code de Hammurabi est illustré et présent dès la première page avec cette légende « Code d'Hammurabi au Louvre, l'Irak le veut ». Et il est illustré ici à côté du masque de la reine Idia présent au British Museum, saisi lui aussi par l'armée britannique la même année
des fouilles de Jacques de Morgan en 1897. Ces fouilles commencent. En 1897, l'armée britannique mène une expédition punitive, dite punitive, à Benin City, dans l'actuel Nigeria, et en emporte les trésors. Et c'est intéressant de voir sur cette page ces deux moments de l'histoire de l'augmentation des collections européennes, réclamés l'un par l'Irak et l'autre par le Nigeria à la fin des années 70, au début des années 80. La demande de l'Irak ne se limite pas à la France. Si on fouille, si on regarde dans les archives diplomatiques allemandes, on trouve des demandes de l'Irak de restitution à Berlin notamment. Je vous montre ici deux de ces documents. Ici à gauche, il s'agit d'une lettre de l'ambassade de la République d'Irak en Allemagne qui, dans une note verbale, réclame certaines pièces au musée de la Fondation de l'art prussien, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, et à droite, vous voyez la réponse de cette fondation, c'est-à-dire des musées de Berlin qui, évidemment, refusent d'évoquer le projet de restitution. Du côté irakien, cette stèle fait l'objet d'un investissement politique dans les années 70, d'une part, mais aussi d'un investissement dans la mémoire collective, même dans l'iconographie des villes de Bagdad. Notamment, vous voyez au centre une photographie qui montre une stèle inspirée du code d'Hammurabi qui doit lui faire penser à lui, mais dont les inscriptions ne sont pas en écriture cunéiforme, mais en arabe, et au pied de laquelle est agenouillée une mère et son enfant regardant ces lois antiques, monument installé au milieu des années 70 à Bagdad. Et j'ai trouvé cette reproduction dans le livre dont je reproduis la couverture ici à gauche, de Amatzia Bahram, sur le rôle de la culture et de l'histoire, son rôle idéologique dans la formation de l'Irak dans les années 70 et 80. On trouve des références à ce code également dans l'ouvrage que j'évoquais tout au début de cette séance sur les tentatives de recouvrer le passé archéologique de l'Irak dans l'Irak contemporain. Voilà ce tour de la question du Louvre et de la Bible. Vous avez vu qu'il n'a pas été beaucoup question de la Bible, mais plutôt des méthodes qui, au XIXe siècle, et des circonstances, des constellations politiques et militaires qui ont permis l'archéologie biblique au Moyen-Orient et qui ont permis ces transferts massifs de collections à Paris, mais aussi, et là le Louvre, si on pense à son histoire mondiale, est en relation, en connexion directe avec les musées de Londres, notamment le British Museum, mais aussi avec les musées de Berlin et dans une moindre mesure aussi de Vienne. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un cours qui sera consacré donc dans la lignée de celui d'aujourd'hui, géopolitique, des fouilles. Je vous remercie.